mais c'est être au plus proche des terrains, c'est voir les impacts des décisions qu'on prend et de pouvoir les ajuster. Donc c'est vraiment ce phénomène d'hélicoptère. Il y a une stratégie d'entreprise, mais il faut descendre, voir ce qui se passe pour pouvoir en fait après ajuster de façon régulière avec les équipes les décisions qui sont prises. Bon, bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Time to Game Bar, l'interview. Salut Mathieu. Salut Christophe. Je suis avec Mathieu Gritti, on est chez TEUS Industries. TEUS Industries, dans le monde de la chaudronnerie. Plus de 100 ans d'histoire, c'est ça ? Alors ça fait plus de 100 ans qu'on a monté la chaudronnerie, donc c'était une histoire de famille initialement. Donc ça a commencé, on a une terre agricole, donc ça a commencé par faire des cuves, des serres agricoles, mais bon, la chaudronnerie classique, jusqu'à en fait les années 80 où un peu l'aventure de cette entreprise, c'est des rencontres. Et donc ça redémarre entre une rencontre avec le fondateur des cheminées Focus, donc des ateliers Dominique Imbert, qui va rencontrer un industriel. Et donc c'est le mariage entre l'industrie et l'artiste qui va créer en fait une émulation. Ils vont se lancer dans une aventure pour fabriquer des cheminées. Et plus de 50 ans après, on est encore là. Et on fabrique maintenant exclusivement, quasiment que des cheminées. Et c'est une très belle aventure qu'on poursuit, et sachant que l'idée quand même est vraiment de pérenniser la fabrication à Cavaillon. Alors, on va parler de TEUS, on va parler de Focus, on va parler de l'entreprise. Et par contre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout aussi de parler de Mathieu Gritti. Ouais. Je suis allé sur LinkedIn parce que je trouve que LinkedIn, c'est quand même hyper intéressant pour savoir qui tu es. Alors, je ne sais pas si ton profil LinkedIn est à jour. Est-ce que ton profil LinkedIn est à jour ? Il est à jour. Il est à jour. Et il y a un truc qui moi, m'a vraiment touché, vraiment, parce que j'ai eu 14 ans. 14 ans, TEUS Industries, 14 ans, et je vois Mathieu, responsable bureau d'études, et je vois ensuite évolution, responsable R&D, directeur général, etc. Et je vois une progression de Mathieu, 14 ans. Mathieu est fidèle. Fidélité, c'est une des valeurs de l'entreprise, et c'est une des valeurs que je porte également. Oui, on est fidèle parce que c'est une histoire d'homme avant tout, c'est une histoire de rencontre. Les personnes qui sont dans l'entreprise sont incroyables. Et en fait, on est pris dans une aventure et on essaye tous les jours de donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça nous porte, quoi. Et donc, on a d'un côté une entreprise, alors je dis 100 ans, mais c'est peut-être un peu plus, un peu moins. C'est TEUS. Alors, TEUS, vraiment sur la partie chaudronnerie, ça a été créé en 1892. Et en 93, alors c'est quand même une histoire incroyable parce qu'on est monté jusqu'à 300 personnes sur notre site industriel. La chaudronnerie s'est écroulée et à la fin, en 93, il ne restait plus que 11 personnes qui fabriquaient des cheminées. Donc c'est là où en fait Dominique Imbert, le fondateur de Focus, a racheté l'outil pour pouvoir pérenniser ses créations et se donner la liberté en fait de continuer ses dessins, ses œuvres en fait. Qu'il a souhaité pérenniser à travers les âges. Ok, d'accord. Et donc pourquoi ça me touche 14 ans ? Parce que moi, mon histoire, je commence stagiaire dans une entreprise et 14 ans plus tard, on vend la boîte et j'ai parcouru différents pôles. C'est-à-dire, j'ai progressé. Et j'ai progressé et surtout, j'ai failli mourir à plusieurs reprises. Quand je dis ça, c'est qu'il a fallu que j'accepte de me faire mal. C'est pas tout le monde qui est capable de passer des paliers. Et ce qui m'intéresse, moi, Mathieu, c'est de savoir un peu, toi, dans ces 14 ans, quels ont été les moments, les clés, finalement, de ton évolution ? Alors, il y a toujours des hauts et des bas. Et ça vaut le coup d'avoir les hauts aussi, hein. Ça vaut le coup d'avoir les très hauts, mais ça vaut le coup d'avoir les très bas parce que c'est les petits cailloux dans la chaussure qui nous permettent aussi de rebondir et d'avoir de l'apprentissage. Donc on apprend quand ça se passe bien, mais on apprend énormément quand ça se passe moins bien. Et dans l'évolution de l'entreprise, donc on a commencé par la réalisation de cheminées, donc c'était plutôt des cheminées ouvertes, parce que c'était quoi le principe ? C'était d'aller chercher la flamme, qui est quand même depuis l'origine, la flamme attire l'homme. Donc on a voulu capter cette flamme et la mettre dans les habitations. Et donc pour suivre les différentes réglementations, il a fallu faire évoluer les bureaux d'études, faire évoluer nos conceptions, notre culture d'entreprise également. Parce que quand on passe d'une cheminée qui fait quelques pièces à aujourd'hui la même pièce
la même coquille extérieure, on va dire on a le même design. Par contre, on a plus de 300 pièces à l'intérieur pour canaliser les flux et puis avoir une combustion avec le rendement suffisant en fait, pour passer les réglementations, puis avoir minimisé notre impact environnemental qui est important pour nous. Et ben, il a fallu révolutionner non seulement la partie de recherche et développement, la production, les équipes qui sont dans l'entreprise. Et donc, ça fait partie là, des montagnes russes qu'on vit tous les jours. Donc c'est là où, dans l'adaptation, il faut être souple, il faut être courageux aussi. Ça fait partie des compétences qu'on doit avoir au sein de l'entreprise. Parce que à travers toutes ces évolutions, on est quand même parti d'une boîte où on avait 30-40 personnes. Aujourd'hui, on est 100 personnes sur le site industriel, sur la partie industrielle. Je compte pas après l'autre partie du groupe qui est plutôt axée sur le commerce, mais chez TEUS Industrie, on est une centaine de personnes. Et donc, ce qui était aussi très intéressant dans l'adaptation, c'est que pendant des années, on a transmis le savoir par compagnonnage. Donc, les anciens transmettaient à leurs compagnons, et le chef d'atelier devait partir à la retraite. Il y a déjà plusieurs années de ça. Et donc, du coup, on a dû faire un choix. C'est qu'en fait, est-ce que pour s'adapter, aller capter, on va dire, les nouvelles technologies, les alternatives énergétiques qu'on apporte dans nos appareils, est-ce qu'il fallait aller chercher de la robotique pour aller plus vite et donc, du coup, avoir des coûts moindres? Ou est-ce que tu développes les équipes et tu passes ton temps, en fait, à vraiment capter le capital humain de l'entreprise pour faire grandir la boîte. Et donc, on pourrait dire on peut faire les deux, mais on n'a que 2 bras. Donc il a fallu choisir. On a vraiment choisi le développement humain et le capital humain, parce que c'est quand j'ai repris la direction de l'entreprise en 2018, c'était un des points entre le fondateur et les présidents actuels qui m'avaient dit Mathieu, ton objectif, ta carte blanche, mais l'objectif c'est de mettre l'homme au cœur de l'entreprise. C'est ça qui fera que l'entreprise perdurera et sera pérenne dans le temps. Je vais continuer, Mathieu, je vais pas lâcher. Je vois bien et on va en parler, on crée un cadre pour favoriser l'humain, il se développe, mais moi je veux chercher toi. Et donc la question que je me pose, c'est toi, Mathieu, pour ta propre évolution, dans ton propre développement, sur quoi tu as travaillé déjà dans un premier temps et sur quoi tu travailles aujourd'hui? Parce que je peux te donner des exemples. Hein. Moi, je suis passé développeur, je suis passé chef de projet, j'étais ridicule, je le dis aujourd'hui, mais je suis beaucoup plus à l'aise, mais j'ai failli les tuer, les gens. Et donc, il a fallu que soit que j'arrête, soit que je comprenne qu'il fallait que moi, je progresse à titre individuel. Et ce que je cherche dans tes 14 ans, c'est, moi, Mathieu, c'est quoi les sujets sur lesquels il a fallu que je bosse, quoi. Ouais. En fait, c'est les étapes, c'est que progressivement, dans des petites entreprises, tu dois être polyvalent, tu es sur pas mal de sujets. Donc moi j'étais à la R&D, donc j'étais très très proche de la création. On est une boîte de création avant tout, donc j'étais très proche du fondateur et des présidents qui président aujourd'hui le groupe. Et donc j'étais sur de nombreux sujets. Il a fallu, une fois que tu fais, c'est pas tout de développer un produit, il faut comprendre l'usage qu'il y en a derrière. Donc il a fallu se rapprocher des équipes de production, des équipes, des différents services de l'entreprise pour comprendre l'impact que ça avait dans l'entreprise. Et à force, du coup, on m'a donné toujours plus de responsabilités pour avancer dans l'entreprise. Et à un moment donné, quand j'ai repris du coup, le point le plus difficile, le point pivot, pour moi a été dans les années 2018, quand j'ai repris la direction de l'entreprise, où les gens attendent beaucoup de toi. En termes de dirigeants, ils veulent que tu répondes aussi à des critères, tu tombes dans des cases. Et j'ai été pris en fait dans cet engrenage où je répondais finalement au chapitre 3 du directeur d'une manufacture. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et en fait, je ne me suis pas retrouvé. C'est là où je tombe dans un piège, où il a fallu que je passe en fait plus de temps sur le terrain. J'ai été accompagné aussi par des coachs qui m'ont fait regarder un petit peu plus loin et finalement quel directeur je voulais être dans l'entreprise. Et ça a été un vrai tournant. C'est à partir de là où je me suis posé la question, j'ai pris du recul, je suis rentré dans
j'ai fait ma méditation interne. Et puis j'ai aussi beaucoup pratiqué la position méta, en fait, où tu sors un peu de ton corps et tu redis qu'est-ce qui est en train de se passer, quels sont les impacts de tes décisions sur les équipes. Et là, j'ai vraiment pris conscience que le capital humain était trop important dans l'entreprise et qu'il fallait qu'on trouve un référentiel sur lequel s'appuyer pour être au plus proche des équipes, les développer. Et dans mes recherches, c'est là où je suis tombé sur pas mal de documentaires, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu beaucoup de livres, notamment sur le lean management, le lean manufacturing, et à travers en fait ces ouvrages, j'ai compris que je devais changer moi avant les autres. Et ça a été un vrai tournant, notamment j'ai lu le livre Le Leader Lean avec un sensei, avec Nicolas Chartier et Michael Vallée. Ça a été un tournant parce qu'ils expliquent que les meilleurs athlètes se font coacher. Et donc si à un moment donné, je travaillais pas sur moi pour comprendre les impacts que j'avais sur l'entreprise et sur tout mon entourage, on emmenait l'entreprise finalement dans une mauvaise direction. Donc j'ai beaucoup travaillé sur moi. C'est pour ça que j'ai repris mes lectures, j'essaye toujours en fait d'anticiper ce qui va arriver dans l'entreprise et de m'y préparer et de préparer les équipes. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ensemble des équipes sont mobilisées aussi pour travailler sur le lean et le capital humain de l'entreprise. Ok, donc le lean est un référentiel. Le lean te permet de progresser toi à titre individuel en tant que dirigeant. Ce que je comprends. Juste pour pas oublier, tu dis à un moment donné tout à l'heure, il faut avoir le courage. Tu parles de courage managérial. Un exemple de courage que tu as dû prendre, c'est-à-dire qu'une décision où il a fallu avoir du courage. En fait, généralement, c'est quand ça se passe mal. En fait, quand ça devient tendu, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue des équipes. Et c'est d'avoir le courage de se poser les bonnes questions. Ce qu'on dit maintenant, on fait notre ANSEE. En fait, on se pose, on prend du recul, on regarde les différents impacts que ça peut avoir et on cherche à voir ce qu'on veut réussir. En fait, ça, c'est vraiment important de comprendre ce qu'on veut réussir et du coup, après, derrière, de dérouler, en fait, de vérifier toujours que les actions qu'on mène nous éloignent pas de notre objectif. Ok. Teus, c'est vrai qu'on n'a pas eu. Teus Focus, c'est quoi en termes de chiffres, chiffre d'affaires, nombre de personnes? Qu'est-ce que tu aurais des chiffres à nous partager? Donc Teus, vraiment la partie industrielle, donc on est une centaine de personnes sur le site, c'est 10 millions de chiffre d'affaires. D'accord. On parle de groupe parce qu'en fait, du coup, on est aussi l'entreprise, une unité commerciale de communication, marketing, vraiment liée à la marque Focus. Focus, c'est une marque commerciale, c'est la marque de nos cheminées suspendues noires. Et donc là, on a une cinquantaine de personnes qui gravitent autour de la partie plus commerciale, marketing, design. Donc ça fait 150 au niveau du groupe, mais là, vraiment, la partie industrielle, développement produit, c'est une centaine de personnes. Ok. Et les challenges du moment, d'un point de vue business, entreprise, c'est lesquels ? Donc le challenge, on le voit avec le changement climatique, on le voit avec l'intérêt des impacts environnementaux qu'on a. On a vite compris qu'on ne peut pas s'enfermer dans une énergie. On est persuadé que l'avenir, c'est une alternative d'un mix énergétique. Si tout le monde avait des véhicules électriques, on aurait du mal à charger l'ensemble des voitures sur Terre. Donc ça passe forcément par un mix. Et donc on a cette approche de dire, dans les appareils qu'on va développer, dans nos cheminées, il faut qu'on puisse avoir des appareils au bois, des appareils au gaz, bioéthanol. On fait de l'holographie aussi. Donc l'holographie, ça marche à l'électricité. Et donc c'est une projection de flamme en fait sur un support où on peut apporter du coup d'autres supports. Support olfactif, support auditif dans l'appareil. Et donc le challenge aujourd'hui, c'est de toujours avoir une longueur d'avance sur ce qui va se passer, sur le contexte qui évolue très rapidement. Et donc il faut que nos équipes puissent s'adapter aux changements qui se font de plus en plus rapides et sur lesquels il faudra qu'on accélère dans les années à venir. C'est un marché concurrentiel ? Tu as beaucoup de personnes en place là ?
Alors c'est un marché concurrentiel, mais c'est surtout un marché qui a un fort impact aujourd'hui environnemental. Ok. Parce que la cheminée au bois, donc en fait, est ciblée sur des rejets de particules fines, mais il faut vraiment regarder l'impact global de nos appareils. Euh, Quand tu en développes des appareils tout électroniques, les impacts ce sont autres. Donc en fait, il faut vraiment regarder la chaîne globale, et c'est ce qu'il faut que... C'est un des points sur lequel il va falloir qu'on avance dans les années à venir. Ok, d'accord. Moi, juste, j'ai envie de terminer sur le Mathieu d'il y a 14 ans. Et après, je vais passer sur le Mathieu 14 ans plus tard. Tu as envie de lui dire quoi, ce Mathieu 14 ans avant ? Est-ce que si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu lui donnerais un conseil ou tu lui dirais un truc ou pas ? Et je repense à mes 14 ans, en sortie d'école, je me revois aller voir la direction de l'école que j'ai faite, et leur dire mais finalement qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui nous permet en fait d'affronter le monde de demain, et j'ai pas l'impression que le bagage technique que l'on a me permettra de trouver un job. Et donc à l'époque la direction m'avait dit ne t'inquiète pas, fais-toi confiance. Et donc j'ai envie de me dire effectivement fais-toi confiance, parce que finalement tout ce qu'on apprend nous permet de nous adapter. Et c'est ça que j'essaye finalement de retranscrire dans l'entreprise, c'est cette vocation d'apprentissage permanent. En fait, c'est pas en sortie d'école que tu as le plus gros bagage pour affronter la suite, mais tu apprends tous les jours. Et en fait, l'école s'arrête jamais, et il faut vraiment qu'on ait une culture apprenante dans l'entreprise, et c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on se batte avec toutes les équipes. C'est vrai que c'est un point... Moi, j'ai pas fait de grandes études, donc je suis un pur produit autodidacte. Après, il y a autodidacte partir dans tous les sens, et autodidacte orienter ton apprentissage sur des sujets qui payent. Ça aussi, c'est un enseignement que j'ai eu aussi dans mon parcours. Mais c'est vrai que cette notion de confiance en soi ou de se faire confiance, c'est clé. Comment tu crées les conditions dans ta boîte pour que les gens aient confiance en eux et... Alors c'est un vaste sujet, parce que c'est loin d'être facile au quotidien. Mais pour se faire confiance, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle avec les équipes. Et alors j'irai pas 14 ans plus loin, mais en fait je me suis fait prendre, on va dire, par le management peut-être plus standard, plus classique, qui nous amène à prendre des décisions en salle. Et là il y a eu un point pivot quand même dans les années 2020, de prendre conscience que c'est pas dans sa tour de cristal que les équipes vont trouver les meilleures solutions, mais c'est être au plus proche des terrains, c'est voir les impacts des décisions qu'on prend, et de pouvoir les ajuster. Donc c'est vraiment ce phénomène d'hélicoptère. Il y a une stratégie d'entreprise, mais il faut descendre, voir ce qui se passe, pour pouvoir en fait après ajuster de façon régulière avec les équipes les décisions qui sont prises. Et ça se passe comment quand les décisions qu'on prend, elles sont pas bonnes et qu'il faut... Généralement, les équipes nous le font savoir rapidement, et on le voit sur le terrain, on voit les dérives, les impacts. Ouais. Donc l'idée, c'est, pour avoir cette confiance, c'est de créer aussi beaucoup de visuels. Il faut que... C'est un des points sur lequel on a travaillé. Dans nos ateliers, on a beaucoup de soudeurs. Donc je parle de la soudure, mais il y a beaucoup d'autres métiers, mais je trouve l'image intéressante. On leur a demandé de poser le poste à souder et de prendre un stylo avant de démarrer le poste, parce que l'idée c'est que il faut qu'on puisse échanger. C'est pas des personnes qui soudent tous les jours, c'est des personnes qui réfléchissent tous les jours. Et pour avoir cette confiance mutuelle, il faut qu'on soit à l'écoute de ce qui se passe. Il faut qu'on leur crée des conditions de travail, les bonnes conditions de travail pour qu'ils réussissent. Eux aussi, ils ont envie de réussir. Et il faut qu'on crée dans la confiance l'écoute et qu'on se mette à faire avec eux de la résolution de problèmes. Donc eux, ils doivent le faire aussi à leur niveau pour se créer leurs conditions. Et il faut qu'on puisse échanger régulièrement si ce qu'ils font aussi eux sur le terrain sont bien alignés avec le challenge de l'entreprise, qu'on est en permanence cet alignement du terrain jusqu'à la stratégie de l'entreprise. Donc il y a cet espace cette conversation régulière avec eux sur ce qu'ils vivent sur le terrain, et tu leur offres un espace de... Il y a vraiment un espace de discussion, d'échange et de temps de disponibilité
parce qu'en fait, leur job, c'est pas... Ils travaillent tous les jours. Ok. C'est leur job, il y a du travail, mais il y a aussi toute cette phase d'apprentissage et de réflexion. C'est une question que j'ai posée parce que quand je viens, généralement, quelques jours avant, je demande aux gens quels sont les types de questions que vous voulez que je pose ou qu'est-ce que vous voulez que je regarde ou vos a priori sur le métier. Et c'est un métier où on réfléchit pas. C'est ça qui régulièrement. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour réfléchir, on est là pour faire de la tôle ou de la soudure, etc. Il n'y a pas le temps à la réflexion et en plus, waouh, c'est dur comme métier. Il fait froid, etc. Et donc c'est pour ça que ça vaut le coup et on va aller sur le terrain et on va aller voir concrètement. C'est une idée reçue ou non Alors, en le fait, standard j'ai une petite anecdote justement sur ce sujet. Il y a ça va bien faire une bonne dizaine d'années. J'étais avec les équipes, avec certains managers, et puis on va sur le poste de peinture, et je demande l'avis aux équipes. Et en fait, les managers prennent un peu de recul, ils viennent me voir, mais ils me disent, mais attends Mathieu, le peintre, il n'est pas là pour réfléchir, il est là pour peindre. Et je me dis, mais qu'est-ce que la vie, ce serait triste s'il devait peindre tous les jours sans réfléchir. Et j'ai vraiment eu une fracture à ce moment-là, de se dire, mais c'est pas ce qu'on attend de cette boîte, quoi. Vraiment pas. Et comment tu arrives à ça? Alors c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup d'échanges. Je me suis mal exprimé. Comment tu arrives? Est-ce que je connais pas les fondateurs ou fondatrices de la boîte, mais discutant avec beaucoup de dirigeantes et dirigeants, j'ai beaucoup ce phénomène de merde, c'est pas la boîte que je voulais. Ouais. D'un seul coup, elle se transforme limite en monstre et les gens ne réfléchissent plus, etc. Et pourtant, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé en termes d'aventure entrepreneuriale. Et je vois mon bébé finalement. Ça devient, moi par exemple, je me retrouvais dans une situation où on disait non à des clients, techniquement, où on faisait des trucs totalement absurdes et je me disais mais merde alors, c'était pas du tout... À ton avis, comment on arrive à ce genre de... Alors c'est là où justement le travail sur soi et cette posture méta, en fait à ce moment-là tu peux te dire c'est tous des nuls, ils comprennent rien à ce qu'on demande, et tu peux faire le pas de côté et de dire mais quelles sont les décisions qu'en tant que dirigeant on prend, quels sont le vocabulaire qu'on emploie, quelles sont les conditions qu'on crée qui les amènent à penser ça. Et là, en fait, tu bascules complètement la problématique en te disant, c'est que tu fais quand même partie du problème. Donc si tu ne te remets pas en cause et que tu ne vas pas corriger ta façon de faire, il se passera la même chose demain. Donc en fait, il faut vraiment comprendre, et c'est là où on doit, je parle de méditation, comprendre un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on met en place, et d'être toujours proche du terrain pour voir les impacts. Et donc là, j'ai vraiment vu que je ne communiquais pas suffisamment avec les managers dans le sens du développement de collaborateurs. Et finalement, des fois, on met en place des outils pour les aider, et tu te rends compte que ces outils les amènent en fait à faire du pilotage, alors qu'en fait, l'intention, donc c'est pour ça que je reviens beaucoup sur l'intention. Quelle intention on veut quand on met un outil, quand on met un logiciel? Pendant des années, on m'a dit il faut des logiciels de RP. Ok, si t'as pas les équipes derrière, si t'as pas des mecs passionnés qui comprennent ce qu'ils font, il ne se passera rien dans l'entreprise. Et le RP t'amènera à des ruptures de stock et à faire n'importe quoi dans ta boîte. Donc c'est vraiment cette posture de l'intention, qu'est-ce que tu cherches à faire, comment tu veux le faire, et après avoir des échanges avec les équipes pour vérifier que ce soit bien compris. C'est pour ça que c'est important d'être sur le terrain, comprendre finalement les décisions qui sont prises, est-ce que ça va dans le bon sens, ou est-ce qu'en fait t'es complètement déconnant dans ce que tu demandes, quoi. Et tu cherches les effets en fait. Tu cherches les effets. Ouais. Donc ce que je comprends, c'est que la boîte évolue. Pour faire évoluer, vous investissez sur le capital humain. Le choix que vous faites, c'est que on va apprendre tous ensemble et on va. Donc le Lean pour toi est une réponse à ce challenge de comment je m'adapte en permanence. Alors peut-être quand même parce que les gens te connaissent déjà, tu es venu sur le Lean Tour l'année dernière ou l'année d'avant. Le Lean peut paraître un peu obscur, très technique, etc. Ton avis toi sur le Lean, la facilité d'accès, c'est simple. Alors il y a eu peut-être beaucoup de communication peut-être sur le Lean, la complexité du Lean ou l'approche Lean. D'ailleurs j'ai une autre anecdote, c'est que quand on a démarré en 2018, il y avait eu des premières approches dans le Lean et la personne, notre Lean Officer d'aujourd'hui, était venue me voir en disant voilà, moi j'ai mis en place plein d'actions Lean. Ok, en fait, c'est pas ça qu'on voulait.
On voulait, nous, avoir une culture apprenante, une culture du développement des collaborateurs. Ça, c'est complètement différent des outils qu'on va mettre en place. Il dit, mais ça va prendre des années. Eh oui. Eh oui. En fait, c'est pas, tiens, aujourd'hui, j'ai décidé de faire du lean, demain, je veux des résultats. Sûrement pas. Et j'ai jamais attendu de résultats le jour d'après. En fait, c'est une façon de faire, c'est une philosophie. Bon, pour moi, c'est vraiment c'est une culture. C'est qu'en fait, comment tu apprends progressivement à faire confiance aux équipes, à les développer, et donc pour avoir des bons produits, avoir des bonnes personnes. Vraiment, la philosophie du lean, pour moi, elle est là-dedans. Comment tu développes les personnes, ça me fait penser un peu aux fourmis. En fait, c'est comment chaque personne contribue au challenge de l'entreprise. Mais si on arrive à faire ça, on sera là dans les 150 prochaines années, c'est sûr. C'est le challenge d'être là dans les challenge. Bon. Donc rendez-vous dans 150 ans pour un prochain Time to Gemba. On pourra le faire avant. C'est ça, pour voir l'évolution. Exactement. Juste pour terminer, Mathieu, et après on va aller sur le terrain. Oui. On va voir plein de choses. L'apnée. Oui. Vous avez vu la respiration. Ça se fait vous avez vu la respiration de Mathieu, l'apnée. Donc, tu pratiques l'apnée ? Donc l'apnée, c'est quelque chose que je pratique, effectivement. Pratique, en fait, ça m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles pour travailler ma cohérence cardiaque et avoir cette posture de méta. Et comment rapidement tu fais descendre ton rythme cardiaque et tu arrives en fait à faire le vide en toi. Vraiment important pour pouvoir après affronter les défis qui t'attendent. Est-ce que tu vois un parallèle entre les exos que tu te donnes en apnée et l'entreprise ? Alors, je le vois également parce qu'en fait, dans l'apprentissage de l'apnée, ça passe aussi par des répétitions des entraînements. En fait, tu te dis pas de jour en lendemain, je vais mettre la tête sous l'eau, ça va bien se passer. En fait, c'est l'apprentissage du corps humain qui va subir en fait des contraintes, soit de manque d'oxygène, de profondeur ou autre. Et donc le parallèle se fait dans l'entreprise, c'est qu'en fait, quels sont les entraînements qu'on va faire au quotidien qui nous permettent un apprentissage auprès des équipes. Ok, donc une notion de progressivité. Ouais. Ok, donc merci beaucoup Mathieu. Merci. Daruma, oui. Tu vois ce que c'est ? Je vois ce que c'est, oui. T'en as déjà eu un ? J'en ai déjà eu un. Ouais. J'ai eu l'honneur de recevoir un Daruma l'année dernière. Est-ce que tu peux peut-être expliquer à ceux qui nous écoutent et nous regardent ce qu'est un Daruma et surtout nous dire si toi tu as un challenge rattaché à ton Daruma ? Donc le Daruma, ça vient du Japon. C'est un totem en fait personnel. Hein. C'est vraiment très personnel. Qu'on peut amener sur une équipe, mais en tout cas, on se fixe un objectif. Et une fois que l'objectif est fixé, on colorie l'œil de son Daruma. Et après, une fois que l'objectif sera atteint, on va colorier le deuxième. Et c'est vachement important, parce que moi, on me le reproche souvent de dire ouais, tu veux toujours aller plus loin. C'est vrai, ça, merde, dirigeant, il y a toujours un rajouter des trucs en plus, et etc. Là, c'est aussi le moyen de dire, quand tu colories ton deuxième œil, tu célèbres quand même la réussite de l'objectif qui était fixé. Et ça, c'est génial pour les équipes. Ils ont besoin d'avoir ces réussites. On avance par petits pas, mais il faut quand même prendre du temps pour célébrer quand même ce qui marche bien. Et donc, nous, on a des beaux challenges en entreprise sur notre mix énergétique, sur la croissance de l'entreprise et du coup de faire de cette entreprise une belle entreprise apprenante où il fait bon vivre. Merci infiniment Mathieu, je repars Merci. Quand même avec plusieurs choses. L'évolution de l'entreprise, oui, mais c'est surtout lié à l'évolution des personnes à l'intérieur. Ouais. Toi Mathieu, 14 ans ou plus d'évolution, donc toi déjà Mathieu, il a fallu que tu évolues régulièrement et que tu passes des paliers. Des étapes. Ce que j'entends, c'est que tu utilises le lean, la philosophie, la culture. La finalité, c'est pas l'outil, mais c'est ce que tu en fais, ouais. Si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça. Pour amener les gens à créer un climat de confiance où ils peuvent progresser, c'est ça ? Oui. Par contre, la leçon que tu nous donnes, en off, il me l'a donné aussi, c'est de ne pas hésiter à célébrer les victoires et de colorier le deuxième œil. C'est important. Donc l'idée, c'est qu'il y a des paliers, mais par contre, ça vaut le coup de se retourner et de fêter les victoires. De célébrer avec l'équipe. Ouais. Célébrer avec l'équipe.
Ouais, C'est important. parce que l'amélioration est continue et il y aura toujours des marches à gravir. Donc célébrons les marches qu'on a gravies, quoi. Merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup. À plus tard. Au revoir. À tout de suite.